Yaorana, donc je vais vous parler de la riche biodiversité du Fénois, ainsi que malheureusement des menaces qui pèsent sur elle. Et donc, la flore de Polynésie française comprend à peu près 1000 plantes indigènes et endémiques. Sur ce nombre-là, 600 sont uniques à la Polynésie française. Sur ces 600, vous en reconnaissez quelques-unes sur les photos ici, comme le tiare petahi. Mais sachez que le tiare petahi, c'est une seule, il y en a 599 autres. Sur ce nombre-là, 300 sont menacées de disparition, et certaines sont déjà éteintes. Au niveau des oiseaux, on a à peu près 100 espèces d'oiseaux, dont une soixantaine sont endémiques propres à la Polynésie française. Vous reconnaissez ici martin chasseur, le petit lope, le carpophage des marquises, un puffin, et notre monarque. Sur ce nombre-là, sur les 100 espèces d'oiseaux connues pour la Polynésie française, une trentaine sont déjà éteintes, ont disparu de la superficie du globe. Et sur les quelques dizaines qui restent, une quarantaine sont menacées d'extinction. Donc pour quelles raisons est-ce que ces animaux et ces plantes sont en voie de disparition? C'est en grande partie à cause des espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire à la fois des plantes ou des animaux qui ont été introduits par l'homme depuis aujourd'hui plus de 1000 ans en Polynésie. Pourquoi est-ce que nos îles polynésiennes sont si sensibles à l'introduction de ces plantes et de ces animaux? C'est en grande partie car elles sont très isolées des continents. Très peu de plantes ont pu venir, ont pu coloniser, et elles sont souvent sans défense devant les espèces introduites. Ces espèces introduites, par exemple, sont des mammifères qui étaient complètement absents de la faune locale. Les plantes locales également n'ont pas généralement d'épines, n'ont pas de feuilles toxiques, donc c'est très sensible à une chèvre, un bœuf, un cheval. La situation est identique dans les autres îles du Pacifique, voire même de l'Atlantique, ce n'est pas unique à la Polynésie française. Donc quoi faire pour essayer de contrecarrer ce développement des plantes et des animaux envahissants qui posent problème à notre flore? Donc je vais vous présenter quelques exemples de ce qui est fait en Polynésie. Donc l'exemple pris est celui du monarque de Tahiti, Omamao en tahitien. Sur les photographies, vous avez deux oiseaux. Un est le jeune, le juvénile, qui est orange, l'autre est adulte. Donc c'est un oiseau qui est également très sympathique par son chant, qui change complètement du chant du merle habituel ou du bulbule habituel. Il est territorial, c'est-à-dire que chaque année, il revient sur les mêmes territoires pour se reproduire, et généralement, il est fidèle, relativement fidèle. Ça a son importance pour la suite. Enfin, c'est un oiseau qui est insectivore, donc ce n'est pas un oiseau qui va disséminer les graines de plantes rares, il mange les insectes. Sur l'île de Tahiti, il y a plus de 200 ans, il était présent depuis le niveau de la mer jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, il n'est plus présent que dans 3 vallées, la vallée de Marwapo à Punauia, les vallées de Hopa et de Papehoe à Paea. Donc, quelles sont les raisons de cette raréfaction? Les principales raisons, tout d'abord, les animaux qui posent problème à cet oiseau-là. Ce sont essentiellement donc, le rat noir, qui a été introduit il y a 200 ans par les navigateurs européens, qui consomment à la fois les poussins, à la fois les œufs de l'oiseau. De la même façon, le busard de Gould, introduit pour manger les rats, le merle des Moluques pour manger les guêpes, sont aussi des prédateurs des poussins ou des œufs. On a des compétiteurs, comme le bulbule, en bas à droite, qui va entrer en compétition avec l'oiseau, avec le monarque sur ces territoires, ainsi que la petite fourmi de feu qui est assez célèbre ces dernières années pour son invasion en Polynésie française, et à Tahiti en particulier, qui consomme les insectes dont se nourrit l'oiseau. Enfin, les chèvres qui menacent l'habitat de l'oiseau en consommant les plantes hôtes des insectes ou les plantes sur lesquelles ils peuvent se reproduire. À côté de ces animaux, on a aussi quelques plantes envahissantes. Je vous en présente deux uniquement. Le tulipier du Gabon, qui aujourd'hui représente à peu près 90% des arbres qui sont présents dans les vallées à Monarque, qui sont des arbres assez fragiles. L'oiseau ne niche pas dedans, puisque quand il y a un peu de vent, les branches cassent, les branches bougent, qui massacrent un petit peu le sous-bois aussi à cause de tous les chablis, tous les volis. La deuxième espèce, le miconia, le plus célèbre, lui fait des sous-bois complètement hermétiques à la lumière, empêche la régénération de toutes les espèces, que ce soit des mousses ou des fougères dans le sous-bois, et donc quelque part détruit petit à petit tout l'habitat de l'oiseau. Qu'est-ce qui a été fait depuis une vingtaine d'années par l'association Manu, qui essaye de sauvegarder cet oiseau-là? Donc il y a des grandes campagnes de dératisation toute l'année, depuis une vingtaine d'années maintenant,
des campagnes aussi de contrôle des oiseaux introduits, donc de piégeage, de merles, de bulbules, de busards, et aussi des campagnes de contrôle des espèces envahissantes, avec notamment des campagnes de bénévoles pour faire ceci. Donc si certaines de ces actions sont réalisées directement par les salariés de l'association, un grand nombre d'actions qui nécessitent beaucoup de temps, beaucoup de moyens, sont faites par des bénévoles. Je vais vous parler plus particulièrement maintenant des campagnes faites pour lutter contre le myconia dans les vallées à monarques. Donc depuis 4 ans et demi que ça a été mis en place, on a pu tenir à peu près 60 campagnes, une par mois en moyenne. Ce sont 830 personnes qui ont pu nous accompagner, à raison d'une quinzaine par sortie. Donc ces campagnes ont été un succès. Elles consistent à arracher au maximum les pieds de myconia, et ceux qu'on ne peut pas arracher car ils sont trop gros, on va les scier à la base. Et comme toute plante envahissante qui se respecte, le myconia va repousser si on ne fait que le scier, donc on traite avec un produit herbicide uniquement les souches qu'on a coupées. Voici quelques photographies avant notre passage, après notre passage, la même journée. Les myconias sont coupés, sont laissés sur place. Au bout de quelques mois, ils vont complètement pourrir et on aura l'impression qu'il n'y a jamais eu de myconia dans la zone. Nous savions dès le départ de ces types d'actions qu'il fallait qu'on puisse tenir sur la durée, qu'il fallait qu'on puisse mobiliser les bénévoles pendant plusieurs années pour espérer avoir un impact durable. On nous a souvent dit, c'est pas la peine de vous attaquer aux myconia, il y en a partout à Tahiti, ça pousse trop vite, on ne peut rien faire. Il faudra trouver une autre solution. Donc néanmoins, on a décidé de toujours poursuivre ce projet-là. Et donc pour mobiliser encore et encore, il a fallu qu'on ait des techniques un peu particulières, puisque même si on est peut-être bon en plantes, je suis botaniste au départ, d'autres sont bons pour gérer les oiseaux, on a été très mauvais en communication au départ. Notre première campagne a simplement réuni 3 personnes, moi-même, une salariée d'association et un membre du bureau. Donc sûrement quelques personnes se sont dit « Ah ouais, ça fait pitié, il va falloir qu'on vienne les aider ». Des gens qui avaient envie de participer à ces campagnes, de faire quelque chose pour leurs fénois, pour leurs oiseaux, pour leurs plantes. Donc eux, ils étaient un peu plus doués que nous, et ils ont réussi à mettre en place, à travers les réseaux sociaux, des moyens de communiquer et de recruter des bénévoles depuis 4 ans et demi. Donc quelles sont les motivations de tous ces gens-là que vous voyez? En plus, certaines vallées sont difficilement accessibles, il faut qu'on remonte des cascades avec des cordes ou des échelles métalliques, et on redescend en rappel. Donc qu'est-ce qui motive tout ce monde-là? On va commencer par mes motivations, du moins une partie, certaines je vais sûrement les cacher. Donc j'ai participé à 59 des 60 sorties, donc je suis assez fidèle à ces sorties. Qu'est-ce qui est la motivation officielle? Normalement, c'est sauver le petit oiseau. Au départ, je suis botaniste, donc j'aime bien sauver les petites plantes, c'était mon vœu quand j'étais enfant. Donc c'est que par une grosse satisfaction, mais en fait la vérité est probablement un peu ailleurs. Tout d'abord, il faut que ça me puisse, ce type de sortie, me plaise. Si je fais ces travaux-là, je le fais d'abord pour moi, que ça me fasse plaisir. Tant mieux si ça fait plaisir à d'autres personnes ou si ça fait plaisir à l'environnement. Ça me permet quelque part de me protéger aussi si un jour on se retrouve à nouveau à 3 ou 4 pour la sortie. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas venus? Est-ce que je dois leur en vouloir ou non? Donc mon principe, ce n'est pas d'en vouloir aux gens. Je travaille d'abord pour moi, pour me faire plaisir. On fait une sorte de démonstration ou de preuve par l'exemple. On ne donne pas des leçons. Si les gens veulent venir, ils le peuvent, sans problème. Un autre aspect, c'est l'aspect affectif, le plaisir instinctif en fait de couper tous les myconias, de nettoyer les versants, de ne plus laisser un seul tronc d'arbre orange sur le versant. Je ne suis pas doué pour passer le balai chez moi, mais pour passer le balai dans la vallée et nettoyer tous les myconias, n'en laisser aucun, je suis assez doué. Et je pense que beaucoup des bénévoles aiment bien cet aspect un petit peu non scientifique et complètement instinctif. Un deuxième aspect, c'est l'aspect sportif. Donc faire des sorties une fois par mois, à minima, ça permet de sortir un petit peu de chez soi, de devant son ordinateur. Et les bénévoles souvent me disent, puisqu'il y a 1h30 de marche à l'aller, 1h30 de marche au retour, on coupe pendant 3 heures la journée sur des pentes très fortes. Donc souvent ils me disent, c'est pas la peine d'aller à la salle, ça fait travailler tout, et les jambes et les bras. Donc l'aspect sportif est indubitable. Un autre aspect aussi, sensibiliser au maximum la population, en tout cas les bénévoles, leur donner des clés d'interprétation de ce qui se passe dans la vallée. Car la plupart des gens ont l'habitude d'être sur le littoral en bord de mer, voient la montagne toute verte, belle, de loin,
mais ne se rendent pas compte tout à fait ce qui se passe dessous. Donc l'idée est de donner des éléments pour expliquer la dynamique de la végétation, la dynamique de la vie faune. Ça leur permet aussi de prendre conscience de ce qui se passe. De temps en temps, cette prise de conscience est douloureuse. J'ai un ami aux Marquises qui m'avait dit « Jean-François, avant que tu m'expliques tout ça, je pensais que la montagne était belle, c'était bucolique, j'étais heureux d'aller voyager, marcher en montagne. Depuis que je lui ai expliqué, il voit bien ce qui se passe et il est complètement dépressif, ou presque. Il voit la chose beaucoup plus tristement, puisqu'on a beaucoup de problèmes avec ces espèces envahissantes. » Les bénévoles, quant à eux, quelles sont leurs motivations? Certains sont devenus amoureux du monarque, amoureux de l'oiseau, de son chant, de ses couleurs. Ils sont aussi c'est un petit peu anthropomorphique, puisque le monarque, tous les oiseaux sont bagués. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient relativement fidèles. Donc d'une année sur l'autre, on est censé retrouver les mêmes couples. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça tout le temps. Le petit jeune est allé avec la cougar, ou la petite jeune s'est fait attraper par le vieux à côté. Donc c'est assez plaisant, ou assez amusant en tout cas pour les gens de suivre tout cela. Une autre aspect, c'est de réouvrir les sentiers. Donc certains bénévoles viennent de la randonnée, donc ils apprécient de réouvrir les sentiers en coupant les miconias, en réouvrant les rivières, la lumière vient au niveau du sol, c'est à nouveau bucolique, à nouveau plaisant pour se baigner. Également, certains bénévoles prennent du plaisir à encadrer eux-mêmes les sorties, donc expliquer aux autres personnes comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau du miconia, des oiseaux. Donc c'est assez un plaisir de voir ceci. D'ailleurs, c'est aussi le plaisir d'être en groupe. On fait quelque chose de fou, qui a été considéré comme fou, puisque s'attaquer au miconia était à la main. On n'utilise pas de tronçonneuse, on n'a que des petites scies. S'attaquer au miconia était considéré assez fou. Donc on s'attaque en groupe à quelque chose de fou. Donc soit on est fou, soit on n'est pas si fou que ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on essaie d'élargir nos campagnes aux tulipiers du Gabon et également à faire des plantations. Et pour cela, en impliquant des enfants notamment. Donc pour toutes ces raisons, certains des bénévoles, en tout cas la famille de certains des bénévoles, leurs amis, se voient répondre, quand ils invitent les bénévoles le week-end à faire une activité, je ne peux pas venir car demain j'ai miconia. À côté de ces motivations, on a quelques impacts, motivations prévisibles, on a quelques impacts collatéraux. L'impact collatéral ne doit pas être vu comme négatif, comme le dommage collatéral. Je suis assez fier de ces impacts collatéraux, fier ou quelque part je suis chanceux d'avoir été là pour le vivre et pour les déclencher. C'est beaucoup d'amitié. Beaucoup de gens sont venus à ces sorties-là sans se connaître les uns les autres. Aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils font des activités ensemble, bien en dehors du miconia. Moi-même, j'ai eu plusieurs amis qui viennent du miconia, alors qu'au départ, je n'y allais pas forcément pour rencontrer les gens. Peut-être pour me défouler, etc. Un autre aspect, on a pu bénéficier aussi de la volonté de retour aux sources de la plupart de pas mal de personnes qui sont devenues plus citadins et qui avaient envie de retourner dans le milieu naturel. Et on leur a permis de retrouver un petit peu leurs racines et de faire des actions en faveur de la conservation de la biodiversité. Certains des bénévoles qui souhaitaient venir, notamment des gens de Moorea, ont monté leurs associations. Donc l'implication de ces bénévoles dans d'autres associations, donc ceux de Moorea ont monté une association qui s'appelle Moorea Biodiversité, qui est active aussi, chance à eux, ils avaient du miconia à Moorea, ils ont pu travailler aussi de la même façon à combattre le miconia, en tout cas sur Opunohu. Certains membres du bureau de l'association Manu sont aussi venus dans le bureau à travers les actions contre le miconia. Donc ça, c'est un plaisir. D'ailleurs, certains membres du bureau ont trouvé un petit peu plus que de l'amitié dans ces campagnes-là. Enfin, pour conclure, on voit qu'une petite action sur une espèce envahissante majeure a pu avoir des impacts positifs sur le milieu naturel, puisque dans les vallées aujourd'hui à Monarque, on n'a plus beaucoup de forêts de miconia. C'est un petit peu triste pour nous parce qu'on adorait faire ça. Il va falloir qu'on fasse évoluer. Mais on a eu un réel impact aussi sur un réel impact humain. C'est une aventure humaine. On s'est aperçu que c'était la volonté de sauver le monde, sauver l'oiseau, qui a initié l'action. Mais ce qui nous fait tenir depuis 4 ans et demi, ce sont toutes les petites choses que je vous ai racontées sur les motivations et les impacts. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées pour faire quelques actions. On a besoin de vous et de vos enfants, puisqu'on a commencé à planter des arbres, donc il faudra les entretenir pendant 10 ou 20 ans, donc pour faire des actions. Et puis n'oubliez pas, demain, j'ai miconia. Merci.